Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite en forme. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème. Dans cette vidéo, nous allons aborder comment aider son enfant à apprendre. En tant que parent, l'école est un sujet un petit peu compliqué. Il y en a, ça va être dès le début, il y en a, ça va se réveiller un petit peu au collège. Mais on est tous confrontés en tant que parents à comment je peux aider mon enfant à ce qu'il apprenne de manière optimale. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 3 outils qui sont importants pour les apprentissages, que ce soit au niveau de soi-même ou à transmettre à ses enfants. Dans un premier temps, nous verrons l'émotion de l'apprentissage, qui est la joie. Dans un second temps, nous verrons comment optimiser la concentration de son enfant pour qu'il puisse apprendre dans des bonnes conditions. Et enfin, nous terminerons par la confiance en soi. Car c'est toujours plus facile d'apprendre les choses quand je sais que je suis capable, alors que ça va être extrêmement compliqué quand j'ai la sensation que je suis nulle, ou je vais pas y arriver, ou j'ai pas confiance en moi, je suis désespérée. Les autres me font montrer que je n'y arrive pas, que ça soit la maîtresse ou les copains ou quelqu'un autour de moi. Donc au cours de cette vidéo, nous allons voir ces 3 points. On va commencer tout d'abord avec la joie. Pourquoi la joie est importante? La joie, c'est important, c'est ce qui conditionne notre état. Donc tout va être plus agréable avec la joie. Mais les apprentissages vont vraiment avoir une différence. Si je vous demande quelle est la matière que vous préférez, la plupart du temps, il y a un sourire qui vient sur votre visage. Il y a un prof peut-être que vous avez aimé. Il y a quelque chose qui fait que cette matière, elle vous rendait joyeux. C'était joyeux pour vous d'aller à cette matière. Le prof, il était chouette. Il y a quelque chose qui est en lien avec la joie. Tout ce que je vais entreprendre, si j'ai la joie qui est avec moi, ça va être plus simple. À chaque personne de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui va la rendre joyeuse. Il y en a, ils vont être joyeux d'écouter des chansons, il y en a, ils vont être joyeux lorsque c'est bien décoré. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on a tous un mode préférentiel. Il y en a, ça va être la vision, il y en a, ça va être l'audition, il y en a, ça va être le mouvement. Et j'ai besoin de me connaître ou de connaître ce qui va à mon enfant pour qu'il puisse apprendre de manière efficace. C'est-à-dire qu'il ne perde pas de temps, que ça soit pas trop long, que ça soit pas trop fatigant, mais que ça soit plutôt léger d'apprendre les choses. Donc, il y a certains profs qui le font très bien. Vous pouvez même regarder sur YouTube, il y a des chansons, il y a des professeurs qui utilisent des petites règles, que ce soit en mathématiques ou en français, et qui le font en chantant. Donc, pour certains élèves, ça va être super, ceux qui vont être auditifs. Ceux qui vont être visuels, ils ont besoin de voir les choses, peut-être de les écrire et de voir leurs mains écrire, de se rappeler. Ce sont des enfants qui vont avoir tendance à dire « Ah oui, je me rappelle, en haut de la page », ou qui vont avoir le mot, ils vont se rappeler s'il y a des lettres en haut, des lettres en bas. Ça va être des élèves qui vont être visuels. Donc avec eux, je vais faire des fiches plutôt. Je vais essayer de colorer si c'est des enfants qui par exemple apprennent à lire, décorer les mots, utiliser différentes couleurs, des petits dessins. Oh regarde là ça ressemble, je sais pas moi, à une fusée par exemple, le T. Bref, et d'ailleurs, il y a plein d'outils d'apprentissage de la lecture qui vont se baser sur le mode-là. Je pense notamment à tout ce qui va être la méthode des alphas, par exemple. Tout ce qui va être aussi les livres Montessori, où ils colorent d'une certaine manière en gris les lettres qui ne sont pas prononcées. Ils colorent d'une autre manière les 2 lettres ensemble qui font un son et une autre couleur pour une lettre qui fait un son. Par exemple, une lettre qui fait un son, ça va être le A, le T, le P. 2 lettres, ça va être on, en. Et les lettres muettes, c'est souvent les S à la fin des mots, les T, etc.
Donc, il y a plein de méthodes. Donc, plus je vais connaître mon enfant, plus je vais réussir à faire en sorte que lorsqu'il va apprendre, ça va être ludique, ça va être moins fatigant et on va pouvoir jouer. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un enfant qui est en CM1, qui apprend les mesures, par exemple les kilomètres, comment les convertir en mètres, les centimètres, les kilos, etc. Ça, mon rôle de parent, c'est de connaître les failles et aussi les points forts de mon enfant. Et après, dans la vie quotidienne, je vais essayer d'incorporer les choses. Par exemple, si c'est ma fille qui est en CM1 et qui est en train d'apprendre les conversions, que c'est compliqué pour elle, mais qu'avec elle, je partage la passion de la pâtisserie, du coup, je vais faire en sorte que ça soit elle qui fasse les pesées. Je vais réécrire des recettes où je vais mélanger un petit peu les choses, mettre des milligrammes, des décagrammes, des grammes, et je vais jouer avec ça. Comme ça, pour elle, ça va pas être un exercice. Elle va être en train de faire de la pâtisserie et ça va être plus facile. Si j'ai les divisions, je vais faire un gâteau. Je vais dire, tiens, j'aimerais un sixième ou un huitième de ton gâteau. Ou est-ce que tu peux me donner un quart? Et finalement, ce quart-là, je vais le partager avec ton papa. Donc finalement, on prendra quoi? Eh bien, un huitième chacun. Donc je vais jouer comme ça avec les choses que l'on fait dans nos habitudes et qui sont en lien avec quelque chose de joyeux. Je vais aussi orienter les jeux de société, les jeux que je vais utiliser. Je vais... Bref, je vais utiliser la vie, notre quotidien, pour faire en sorte qu'elle puisse apprendre de manière naturelle, sans effort et dans la joie, avec des choses qui lui tiennent à cœur. Si je fais par exemple les pourcentages, je vais dire ah tiens, si par exemple c'est les soldes et que tu as vu une robe à tel prix, si elle est à 20% en solde, combien ça fait? Je vais utiliser vraiment tout l'environnement pour être en lien avec les apprentissages. Si c'est un enfant qui apprend à écrire et qu'elle vient me voir, qu'elle me dit maman, est-ce que je pourrais avoir une glace? Je vais dire ah bah oui tiens, note sur la liste de courses. Je vais pas, si elle est au CP ou en grande section, lui dire oh là là t'as mal écrit, mais je vais l'entraîner. Je vais faire en sorte qu'elle utilise l'écriture et que ça devienne normal et que ça devienne joyeux. Parce que quand un enfant il écrit glace et qu'il sait qu'il va l'avoir, je peux vous dire que c'est joyeux pour lui. Donc la joie, et ça c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour nous. Si nous on a envie d'apprendre par exemple une langue ou d'apprendre un instrument de musique, on va naturellement être dans la joie, sinon on ne va pas se lancer dans cet apprentissage. Si par exemple je décide de faire une vidéo et que j'ai l'envie d'apprendre un logiciel de montage, mais l'informatique c'est compliqué pour moi, ça va être extrêmement compliqué pour moi d'apprendre. Pourquoi? Parce que je vais déjà, vous avez vu ma tête, je ne suis pas en mode joyeuse, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai juste envie d'acquérir cet outil-là. Donc là, ça va être compliqué pour moi. Je vais y aller en reculant. Les enfants, c'est la même chose. Alors que dès que je me positionne avec l'objectif joyeux, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi mon but vraiment? Pourquoi je dois avoir des bonnes notes? Je dois aussi parler de ça à mon enfant. Pourquoi? Parce que quand tu seras grand, si tu vas être libre de choisir le métier qui te plaît, que tu as envie de faire, eh ben, il va falloir que tu sois dans les premiers. Si par exemple tu veux être médecin ou si tu veux être boulanger et t'inscrire à l'école qui est de renom, qui est ici et qui a quelques places. Donc j'ai à lui montrer son objectif et j'ai à le laisser dans la joie. Moi, une des choses que je dis à mes filles quand je les dépose le matin à l'école, c'est amuse-toi. Et une des choses que je dis à leurs professeurs, c'est je souhaite qu'elles conservent cette joie à apprendre, quoi que ce soit. Parce que je sais qu'avec ça, elle est capable de tout apprendre, que ce soit les lire, écrire, que ce soit la géographie, que ce soit tout.
Mais il faut que l'enfant, il voit c'est quoi l'intérêt, pourquoi c'est important pour moi d'apprendre ces dates et de quelle manière je peux le faire pour que ça soit ludique. Est-ce que je fais une chanson? Est-ce que je décore mon cahier? Est-ce que je le chante à haute voix? Est-ce que je suis en train de marcher en même temps que j'apprends? Et oui, il y en a, ils ont besoin de mouvements pour apprendre. Il y a tous les sens et selon la, la principale, comment dire, le principal sens de mon enfant, que ça soit auditif, que ça soit visuel, que ça soit kinesthésique, kinesthésie c'est le mouvement, je dois le laisser apprendre dans ces conditions-là parce que ce sera plus facile pour lui. J'en ai fini avec le point joie qui conditionne grandement les apprentissages. Un autre point, c'est la concentration. Je peux être joyeux, mais avoir du mal à me concentrer. Ça va me demander beaucoup d'efforts, je vais regarder sans arrêt le temps qui tourne. Comment je peux faire pour apprendre en étant concentrée, ce qui va me permettre d'apprendre de manière plus efficace. Tout d'abord, je voudrais revenir sur 2 études qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale par Norman Mathwood, qui a fait des tests de vigilance sur les personnes qui regardaient les radars. Ce qu'il en a conclu dans cette expérience, c'est qu'au bout de 30 minutes, donc chez des adultes, il observait une vigilance qui diminuait et qui entraînait une élévation de 10 à 15% des erreurs. Donc on le sait, le temps de concentration, il est faible. Là, vous voyez, 30 minutes. Il y a une deuxième étude qui a été faite par Ericsson, donc Anders Ericsson, qui montre que les personnes qui ont une concentration très importante, ils sont capables de travailler 1h30 d'affilée en étant concentrés sur leur objectif. Il a montré aussi que cette phase d'1h30 où la personne va être très concentrée, elle est capable de le reproduire 2 à 3 fois dans la journée. Donc vous voyez que c'est extrêmement peu par rapport au temps que nos enfants sont à l'école ou même que nous travaillons. C'est-à-dire qu'on a besoin de pause, notre cerveau a besoin de pause pour pouvoir travailler de manière efficace. Et il est capable de le faire pas très longtemps en termes de temps, mais aussi en termes de fréquence dans la journée. En moyenne, donc ces mêmes personnes, M. Ericsson, a démontré qu'une personne lambda, pourrait qualifier de normale, elle est capable de rester concentrée 45 minutes sans s'arrêter. Donc, ça ne sert à rien que je passe 1 heure avec mon enfant en train de faire des devoirs. 1 heure, c'est beaucoup trop pour lui. Déjà, il rentre de l'école où il a passé quasiment autant que vous au travail. Donc, il a déjà énormément fait travailler sa capacité d'apprentissage, sa capacité de concentration. Donc, il va falloir que je mette en place, moi l'adulte, que je planifie des choses dans mes routines pour que mon enfant il puisse rentrer dans les apprentissages. Ça peut être une routine que j'ai quotidiennement, comme ça mon enfant il sait quand est-ce qu'il a à apprendre. Et je dois couper avec son temps d'école. Donc ça peut être, je vais le chercher à l'école, on prend à goûter, on discute, ou alors je lui laisse un temps de jeu sur le trampoline ou un temps où il peut souffler. Et après, hop, on va aller faire les devoirs. Et ça reste un moment joyeux. C'est-à-dire que chez moi, le petit qui est en moyenne section, il est frustré de ne pas avoir des devoirs et il a envie de faire comme les grands d'en avoir. Et bien ça, je trouve ça beau, arriver là. Qu'il ait envie de faire des devoirs parce qu'il voit les autres s'entraider, être dans la joie, se chronométrer pour lire des phrases quand on apprend à lire. C'est ça. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir vraiment être concentrée. C'est-à-dire la concentration, elle ne vient pas du fait que je sois assise sur une chaise, tout droit, dans une pièce froide. Non, si je suis concentrée en étant allongée par terre, il y a certains enfants qui font ça. Je vois, il y a une de mes filles qui le fait. C'est OK. À partir du moment où elle apprend bien, c'est pas à moi de lui dire dans quelle posture ou ce qui va lui aller. Parce que si elle a une mémoire visuelle, si j'ai beau lui donner mes outils de personne auditive, ça va pas marcher pour elle. Donc, j'ai à la connaître, elle, en tant que personne. Les devoirs, ils vont être aussi faits dans une pièce qui est rangée.
Tout ce qui est à l'extérieur, elle reflète mon intérieur. Si c'est le bazar à l'extérieur, c'est le bazar dans ma tête et ça va être extrêmement compliqué pour moi d'apprendre. Il y a une étude qui a été faite dans une grande université américaine qui montre que les étudiants, donc ils avaient 2 lieux, donc on a pris un pool d'étudiants, il y a un pool, on l'a mis dans une chambre d'hôtel où tout était clean avec un devoir, et l'autre pool, on l'a mis dans une pièce où c'était le bazar, c'est-à-dire que pour marcher jusqu'au bureau, il devait écarter les choses, arriver sur le bureau, il devait écarter. Ce qui en est revenu de cette étude-là, c'est que les personnes qui étaient dans le premier pool, dans la chambre d'hôtel où tout était rangé, avaient des meilleurs résultats. Leur discernement, leur analyse était plus logique, plus claire. Alors que le second groupe, c'était un petit peu plus décousu. Donc l'extérieur, elle reflète mon intérieur. Donc en tant que parent, je dois vérifier les conditions dans lesquelles mon enfant apprend. Donc la pièce, elle est rangée. Bien sûr, il n'y a pas d'écran, si ce n'est pour Pronote pour regarder. Mais il n'y a pas de je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je réponds par SMS à mes copines en même temps que je travaille. Non. Il faut que je me mette dans des conditions. Pourquoi? Parce que les écrans vont stimuler mon attention. Ils ont cette lumière bleue qui vont activer quelque chose au niveau de mon cerveau et ça va me déconcentrer. La deuxième chose, c'est le temps. En tant que parent, je dois être vigilante au temps. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure au niveau des études, leur temps d'attention à 6 ans, il va être de 20 minutes. À 3 ans, il est de 10 minutes. À 8 ans, il est à peu près d'une demi-heure. Donc vous voyez qu'il est très faible, donc ça sert à rien. Et ça, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'à 3 ans, votre enfant, il peut avoir que 5 minutes de concentration, comme il peut en avoir 15. Donc ça sert à rien qu'il soit dans une pièce, en train de faire ses devoirs, pendant un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, il va être, comme à l'école, en train de regarder les mouches qui volent et d'attendre que le temps passe. Ça, c'est pas l'objectif. S'il a fini, il a fini. Son temps de concentration, si ses devoirs sont pas finis, il fera plus tard. C'est plus important qu'il en ait fait peu et qu'il soit resté dans la joie plutôt qu'on le force, que ça devienne ennuyeux et que du coup, il n'ait plus du tout envie de faire ses devoirs après. Et si un jour vous ne faites pas les devoirs, eh ben vous ne faites pas les devoirs. On peut revenir aussi au niveau de la loi. Théoriquement, les devoirs écrits sont interdits à l'école primaire. Donc voilà, il y a un juste milieu à avoir. Pour la concentration, j'ai fini. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui vont optimiser la concentration, il y a des choses qui vont la freiner, comme le stress, le bruit, la chaleur. Donc c'est à vous de vraiment conditionner l'environnement dans lequel votre enfant va apprendre. Le dernier point, c'est la confiance. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit « tu fais des progrès, je suis fière de toi », moi, ça va me motiver à faire les choses et je vais le croire. Si au contraire, j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut être un parent, qui peut être un grand-parent, qui peut être une institutrice, qui peut être quelqu'un qui est à côté de l'enfant mais qui a confiance en lui et qui le dit et qui le ressent au fond de lui, ça change la donne. Il a été montré que si une personne montrait à un enfant cette confiance-là, ça pouvait avoir un impact sur sa confiance en lui dans sa vie à cet individu-là. Donc, il ne suffit pas de grand-chose. Même si vous êtes un parent qui n'est pas beaucoup présent parce qu'il travaille, vous pouvez lui transmettre cette confiance-là. La confiance, elle vient aussi du sport. Donc le sport, ça va agir au niveau de la joie, puisque ça va libérer une hormone de bien-être. Ça va aller aussi au niveau de la concentration. Quand je me suis bien dépensée, je peux me concentrer. Et aussi, ça va me donner cette confiance en moi, cette estime de moi, qui va faire que ça va être plus facile dans les apprentissages. Il y a plein d'études qui montrent que les personnes qui ont des meilleurs résultats, ils font un sport. Donc, en fait, notre corps et notre cerveau, ils sont liés ensemble. J'ai besoin de travailler, de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble.
Je voulais vous citer quelques petites choses qui permettent de faire gagner ou de faire réduire cette confiance. La première, c'est l'apparence. Si mon enfant ou si moi, je prends le premier vêtement trouvé, je regarde pas si ça va ensemble, etc., ça envoie indirectement au niveau de mon cerveau, euh, t'es pas digne. T'es pas digne, t'as pas de valeur, tu, tu n'es pas une personne importante qui a le droit de prendre du temps pour choisir ses vêtements. Tu n'as pas de valeur. Donc, peu à peu, cette chose anodine qu'on peut avoir l'habitude de faire, c'est rapide. Je prends mon premier t-shirt, mon premier jean et pouf, je les amène à l'école. Et bien, rien que ça va avoir une implication sur moi, ma confiance. Et vu que mes enfants, ils copient un peu ce que je fais, et ben ils vont aussi perdre un peu de confiance en eux. Donc c'est une petite chose que je peux facilement changer, moi dans ma vie et aussi mes enfants. Les faire choisir. Bien sûr, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire qu'à 3 ans, si je lui propose toute son armoire, là, ça va être trop compliqué pour lui de choisir. Donc ce que je peux faire, c'est proposer deux tenues. Tu veux laquelle demain? À 3 ans. Après, à 6 ans, ils peuvent choisir entièrement leur tenue. La veille, en tant que parent, je peux checker pour voir si c'est OK, s'il n'a pas oublié le sport ou s'il y a quelque chose. Mais en tout cas, à cet âge-là, il est capable. Être propre. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, la pièce, si elle est encombrée, mon cerveau, il va être encombré. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Ce qui se passe au niveau de mes habits, au niveau de mon corps, si je me douche pas, si je prends pas soin de moi, pas soin de mon corps, si je me lave pas le visage, si je me lave pas les dents, et ben, vous voyez ma tête, ça va faire ça. Au niveau des apprentissages, ça va être pareil. C'est que plus je vais être rigoureux, plus je vais suivre les règles d'hygiène, plus ça va être facile pour moi de suivre les règles aussi, les autres règles à la maison, à l'école et apprendre. Prendre des décisions pour soi. Quand on est enfant, il y a très peu de décisions qu'on prend. Et souvent, nous, en tant que parents, on leur montre tout ce qu'ils font et qui n'est pas bien. Donc, en gros, on leur dit tout ce qu'ils font de mal. C'est important pour un enfant qu'il ait ces deux côtés. C'est-à-dire qu'il ait à la fois la liberté de choisir, mais c'est moi, l'adulte, qui vais conditionner ce qu'il est en capacité de choisir ou pas, en fonction de son âge, en fonction de mes règles. Et l'autre côté, c'est moi qui mets en place des règles. C'est-à-dire que je transite entre il est libre et il a des règles. Et c'est tellement important d'avoir les deux. C'est-à-dire que parfois on fait l'amalgame de la parentalité positive où mon enfant est libre de tout faire. Non, c'est pas ça. C'est pas un enfant qui fait des crises pour avoir tout ce qu'il veut. C'est pas un enfant qui a tout. Pas du tout. C'est un enfant qui a ses parents qui sont à l'équilibre entre les deux. Il y a des règles et il y a des libertés. Et des libertés, mon enfant, il en a plein. Mais il ne les voit pas. Et moi, en tant que parent, parfois, je ne lui montre pas non plus. Les libertés qu'il a, ça peut être de choisir son gel douche quand il va aller à la douche. Tu veux prendre ta douche avec, même à 2 ans, avec le gel douche à la vanille ou à la pêche. Ça va être, tu veux aller faire tes devoirs juste après le goûter ou après avoir fait un quart d'heure de trampoline. Tu veux mettre la table ou la débarrasser. Tu veux t'habiller avec ton pull rouge ou ton pull vert. Là, je vous dis des petites choses d'enfants qui sont à un âge petit. Mais quand ils sont grands, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que je peux leur proposer des choix. Et plus ils vont avoir le choix, plus ça va être facile pour eux de suivre les règles. Une tenue, par exemple. Si pour leur tenue pour la rentrée, je peux les amener à un magasin et ils peuvent la choisir. Avec les règles que j'ai dit, bien sûr, avant. Non, il n'y aura pas de sandales ou il n'y aura pas de choses trop courtes parce qu'il va faire froid et que tu as besoin d'un petit gilet. Tout ça, ce sont les règles que je mets avant. Mais elle est libre de choisir. Ce qui fait que pour elle, ça va être plus simple de se mettre dans une condition de contrainte, comme par exemple celle des apprentissages. L'autre point qui est en lien avec la confiance, c'est la comparaison. Souvent, on a tendance à comparer. Et bien moi, je vous dis, la comparaison est un poison.
Pourquoi? Parce que se comparer à quelqu'un qui n'est pas comme nous, ben, c'est très compliqué. Si lui, il a des capacités à apprendre et que je compare mon enfant qui a du mal avec son frère qui a d'excellentes notes, ça va renforcer en fait ce sentiment, ce mal-être de je suis nul, moi j'y arrive pas et lui il y arrive. Parce que notre cerveau, il est différent. Leurs cerveaux sont différents. Il y en a pour qui ça va être simple, il y en a pour qui ça va être compliqué. Il y en a pour qui ça va être simple au début et qui va se complexifier après, au collège ou au lycée. Il y en a pour qui c'est simple tout le temps, il y en a pour qui c'est compliqué tout le temps. Chaque personne est différente. Donc en tant que parent, je dois composer avec ça. Ils sont différents. Dès que je rentre dans la comparaison, très souvent, ça amène à un conflit et des arguments qui pèsent pas bien lourd dans la balance. Donc j'évite la comparaison. Ce qui va aussi atteindre la confiance, c'est quand je vais rabaisser. Par exemple, si c'est un enfant qui est en train d'apprendre à écrire, si je dis « Ah, là, t'as une faute. Ah, là, t'as une faute. Ah, là, t'as une faute. » Pointer à chaque fois l'erreur, ça va pas aider mon enfant à avoir confiance en lui. Ça va plutôt avoir tendance à l'alourdir, à lui mettre un poids à chaque fois que je lui parle de ses fautes. Alors que si je souligne en vert toutes les lettres qu'il a bien écrites, et il va bien voir qu'il y a 3 lettres, par exemple, que j'ai pas soulignées. Et là, il va me dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ?» Donc là, je vais engager son processus d'analyse pour qu'il puisse lui-même corriger et se rendre compte de lui-même. Si c'est un enfant qui est en train d'apprendre, qui dit Ah, maman, j'ai vu des chevals », je vais dire « Ah oui, t'as vu des chevaux ». Je vais pas dire « Non, c'est des chevaux ». Comme ça, il intègre « oui » et le bon mot. Je vais parler à sa place. Voilà un petit peu des choses qui sont faciles à mettre en place avec ses enfants d'un point de vue de la confiance. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des outils. Vous pouvez les mettre en application, soit tous en même temps, soit un petit peu quotidiennement. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous transmettre ces outils que j'ai déjà transmis à des élèves, puisque durant une partie de ma vie, j'ai été prof et j'ai accompagné de l'aide aux devoirs. Et je sais que cette méthode, elle marche pour l'avoir testée auprès de mes enfants, des enfants des autres et le retransmettre aux parents. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de vous amuser en les accompagnant à apprendre des choses. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.